Bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs. Et comme chaque mercredi, donc en direct sur Décideur TV et Madines. Et vous avez la parole via le chat online à côté de cette vidéo. Et si vous vous connectez avec votre compte Décideur TV et que vous posez une question, eh bien peut-être que vous aurez la chance de gagner le téléphone que voici de notre partenaire Invoxia. Alors, le 17 mai 2012, Facebook s'introduit en bourse en levant 16 milliards de dollars sur le Nasdaq avec une action cotée à 38 dollars. Orchestrée comme un événement planétaire, l'opération capote. Survalorisée, l'action chute de 30% en 3 semaines pour tomber jusqu'à 17 dollars en septembre 2012. Aujourd'hui, elle cote toujours à un niveau inférieur de 37% à son niveau d'introduction. Alors, l'introduction en bourse, bonne ou mauvaise idée pour une start-up, c'est le thème de l'émission du jour. Et pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux entrepreneurs de talent. Marc Bidou, tout d'abord, vous êtes le président directeur général de Maximiles. Après avoir mené une carrière de près de 10 ans dans le groupe Disney sur des fonctions de business développement, eh bien vous fondez en 1999 Maximiles.com, qui est aujourd'hui le leader européen de la conception et de la commercialisation de programmes de fidélisation sur Internet. En gros, c'est un système de points qui donne droit à des cadeaux dès qu'on fait des transactions sur les sites de vos clients partenaires. C'est bien cela? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, en 2005, eh bien, vous décidez d'introduire votre bébé, si je puis dire, en bourse. Et évidemment, on va revenir sur cet événement puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. À vos côtés, Philippe Oudouin, vous êtes le président directeur général de Keio, un opérateur de téléphonie sur IP qui s'adresse aux PME, aux centres d'appel et également aux particuliers. Alors, bonjour, déjà. Je termine ma petite présentation sur Keio. C'est un pionnier dans l'utilisation d'Internet comme moyen de communication. En 1995, Keio, qui s'appelle alors Phone System et Network, commercialise son premier produit et elle est introduite sur la bourse parisienne en 1998 et rachetée un an plus tard par un conglomérat américain qui l'amène malheureusement presque au bord de la faillite. Et c'est là que vous intervenez, après une... Juste après. D'abord une reprise avortée peut-être par les managers. Je ne dirais pas ça, mais une reprise par des managers, puis l'arrivée de Truffle Capital comme actionnaire de référence et de moi-même. Et de vous-même via votre fonds Magelio. Et vous êtes nommé à la direction générale de cette même société en 2009 et en 2007, pardon. C'est ça. Et cette société devient Keio en 2009. Exactement. Et donc, vous n'avez pas participé à l'introduction en bourse. En revanche, vous avez effectivement managé cette... oui, manager la cotation. Et puis, exactement. On a également effectué une opération qui n'est pas habituelle, puisqu'on a transféré de la cote de Euronext, compartiment C, vers Alternext, qui ressemble beaucoup par certains aspects à la mise en place d'une IPO. Donc, il y a des sujets communs. Très bien. Et d'ailleurs, cette double casquette un peu d'investisseur et d'entrepreneur sera intéressante sur ce thème. Alors, si on revient sur le cas Facebook, plusieurs reproches, et je m'adresse vraiment aux deux entrepreneurs, ont été adressés à Mark Zuckerberg, comme d'avoir surévalué le prix, je le disais en introduction, des actions dans les documents d'introduction en bourse. Et certains investisseurs vont même jusqu'à dire qu'il y avait des fausses informations dans le prospectus boursier. Alors, cela pose la question toute simple, comment procède-t-on à une introduction en bourse? Quelles sont les étapes? Quels sont en effet les dossiers à présenter? Alors, on va peut-être commencer par vous, Philippe. Techniquement, il y a évidemment tout un process administratif, juridique, financier au travers duquel il faut passer. Je pense que l'exemple que vous prenez est un peu le cas d'école visible mondialement de ce qu'il ne faut pas faire. Donc elle est probablement un petit peu trop vite par rapport à, je dirais, la maturité du projet. Et puis probablement anticiper un peu trop fortement sur les perspectives ou les potentialités de son activité. Donc je crois que c'est un point intéressant, ça. C'est un premier conseil que je donnerais donc à nos auditeurs, c'est de mener les choses étape par étape et pas griller les étapes.
il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ce marché de l'IPO, hein, d'une certaine façon, des banquiers d'affaires, des avocats, des consultants en tout genre. Je pense que voilà, il faut mener sa barque à la bonne vitesse. Alors concrètement, Marc, quand on décide, hein, c'était vous en 2005, d'introduire sa société en bourse, quelles sont effectivement les démarches je dirais, administratives à remplir, les documents à présenter et voilà, les pièges peut-être à éviter justement Alors d'abord, c'est une décision des actionnaires d'introduire la société en bourse. Donc c'est important d'avoir l'unanimité des actionnaires, mais également aussi une décision qui concerne le management. Donc les deux doivent être complètement impliqués. C'est un process qui, dans le meilleur des cas, prend à peu près 6 mois. Il faut mieux compter davantage, mais je veux dire, entre une décision réelle et l'IPO, moins de 6 mois semble quelque chose de très compliqué. Il faut d'abord s'entourer d'un certain nombre de partenaires qui vont vous aider à rentrer en bourse. Il faut un partenaire, une banque conseil, qui va vous aider dans toute la structure du schéma. Il faudra un broker qui va placer le papier. Il faudra un cabinet d'avocats qui va faire toute une partie des éléments juridiques. Et le commissaire aux comptes aura un rôle significatif dans le process. Et à la fin de l'opération, il y aura besoin d'une agence de communication financière qui va aider à communiquer sur l'opération. Je tiens à dire qu'il y a peut-être une chose importante quand on rentre en bourse sur Alternext. Il y a deux manières de rentrer en bourse sur Alternext. Il y a ce qu'on appelle un placement privé et l'appel public à l'épargne. Le placement privé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui se fait entre un certain nombre d'investisseurs sélectionnés. Et donc, on ne communiquera pas dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir un visa de la part de l'AMF, donc processus beaucoup plus court. Vous avez fait appel à l'épargne? Tout à fait, on a fait 2 fois appel public à l'épargne. Oui. C'est plus compliqué, c'est un petit peu plus lourd, mais je dirais c'est vraiment l'introduction en bourse un peu par la grande porte qui permet après d'avoir davantage de liquidité. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait un placement privé avec 3 fonds d'investissement que le lendemain de la cotation, il va y avoir des échanges. Les fonds ont souscrit pour 2 millions, 5 millions, 3 millions et ils ne vont pas bouger. Donc si on veut vraiment une liquidité par derrière, il est fortement conseillé de faire appel public à l'épargne. Alors ce sont quoi? Des petits porteurs, vous, comme vous et moi, des investisseurs particuliers D'abord, il y a donc un processus juridique beaucoup plus lourd qui est donc ce qu'on appelle un visa de la part de l'AMF. Une fois que le visa est un document de référence assez conséquent, qui maintenant fait bien dans les 200 pages, et une fois le visa obtenu, il y a un process d'introduction qui est fait, où le papier va être placé par un broker, d'un côté auprès d'investisseurs institutionnels, et de l'autre côté, il y aura une communication qui sera faite et des particuliers pourront souscrire auprès de leur agence bancaire dans toutes les rues de France. Alors, je reviens sur la genèse de l'introduction en bourse, ce qui se passe en fait dans la tête de l'entrepreneur. À quel moment décide-t-on? Là, on a bien vu comment on procède, la manière de mettre en place les dossiers, les appels à des conseils, mais comment prend-on cette décision, à un moment donné, de dire « je veux m'introduire en bourse ». Pour quelles raisons le fait-on? Alors, Philippe, moi, je pense qu'avant d'aller en bourse et avant de prendre cette décision d'introduction, je pense qu'il y a une conviction très forte, très profonde qui doit exister chez le porteur du projet, donc chez le chef d'entreprise, que son projet, d'une part, il a une vraie visibilité, une vraie pérennité sur le moyen terme. On ne rentre pas en bourse pour faire un coup. On rentre en bourse parce qu'on a cette conviction que l'on va être capable de porter sur le moyen et long terme son projet donc auprès d'investisseurs, de particuliers. Que l'entrepreneur ne pense pas peut-être à un moment donné dire tiens, je vais aussi chercher un enrichissement personnel, je vais aussi chercher une porte de sortie, un moyen de... Voilà, je pense que c'est typiquement la mauvaise décision à prendre que d'essayer de rentrer en bourse pour des problématiques je dirais d'enrichissement personnel ou de liquidité à court terme pour certains investisseurs. Je pense que la base, c'est d'avoir un projet industriel sur le long terme à proposer au marché, et au marché au sens large, c'est-à-dire aux investisseurs institutionnels. Mais comme le soulignait Marc, également, je crois que l'intérêt d'être coté en bourse, c'est aussi de faire un appel public à l'épargne et donc d'être capable de porter un message auprès d'investisseurs particuliers. Voilà, donc ça me semble être la condition. Alors Marc, vous voulez rebondir sur justement les propos de Philippe? Si un entrepreneur veut juste faire de l'argent à court terme, il ne faut surtout pas aller en bourse, parce que d'abord, il ne pourra pas vendre ses titres tout de suite. Donc il vaut mieux qu'il vende son entreprise à une autre entreprise. Ça, c'est le meilleur moyen, se faire racheter. Donc l'intérêt, c'est quelque part de s'inscrire dans une continuité, et ça n'est pas une vente immédiate.
Alors, les raisons pour s'introduire en bourse, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on peut lever de l'argent en bourse. C'est un outil utile. Maintenant, on peut aussi le faire en private equity. On n'a pas besoin d'aller en bourse. Pourquoi favoriser plus l'introduction en bourse par rapport aux autres moyens de financement, hein? On en a parlé beaucoup aussi, déjà beaucoup parlé dans ces émissions, le crowdfunding, les business angels évidemment, le love money, peut-être au tout début de la création de l'entreprise. Pourquoi choisir l'introduction en bourse et peut-être pour quel type de financement c'est plus approprié? L'intro en bourse, ça permet de lever de l'argent, mais pas que. On peut le faire, comme je le disais, en private equity. Ça permet aussi d'offrir une certaine liquidité à des investisseurs, peut-être pas immédiate, mais à 6, 12 ou 18 mois. Quand on a un capital avec différents fonds d'investissement et qui ont donc des horizons de sortie différents, ça peut leur permettre de leur offrir une liquidité différente. Une vente immédiate de l'entreprise, l'histoire est terminée, tout le monde s'en va. Il y a d'autres éléments importants. En termes de communication, ça donne une notoriété quand même significative à l'entreprise. En termes de communication interne aussi, vis-à-vis des salariés, ça permet, si on donne des stock options, d'avoir des stock options beaucoup plus liquides et compréhensibles que quand on est non coté. Et je dois reconnaître aussi, c'est plus facile pour recruter des salariés. Une société a plus de notoriété. Si on fait du business à l'international, être coté en bourse, c'est quelque chose qui est également positif. Donc, ça n'est pas que lever de l'argent. Il y a d'autres moyens de le faire si on veut, mais ça y participe évidemment, et tout un ensemble de raisons qui doivent soutenir un vrai projet d'introduction en bourse. C'est très clair. Alors, vous parliez tout à l'heure, besoin de s'entourer, d'avocats conseils, peut-être d'une agence de communication. Alors, tout cela engendre un coût. Et justement, j'ai une question d'un internaute. Alors, c'est Xwenilom qui me demande pourquoi fait-on une introduction en bourse? La complexité de la procédure et son coût sont tout de même rebutants. Quels sont les avantages par rapport à d'autres modes de financement qui font basculer vers l'IPO? Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question de manière partielle. Peut-être Philippe voulait ajouter quelque chose? Non, je pense que les principales raisons sont bien identifiées. Hein. Donc, la liquidité éventuelle à terme pour des investisseurs existants, lever des fonds, hein, donc financer de façon plus efficace, plus rapide son projet, et puis la perspective de relever des fonds aussi. Hein. Donc il y a, la cotation permet de faire des levées de fonds successives. Et sur les coûts alors sur les coûts, effectivement, il y a un certain coût. Hein, on parle de 50 à 100 000 euros de frais à débourser tous les ans. Donc ça a un coût. Donc ça veut dire, encore une fois, qu'il faut avoir déjà une espèce de maturité sur son projet, sur ses revenus, sur son cash flow, pour pouvoir absorber ses coûts de façon marginale, sans déséquilibrer son compte d'exploitation. Donc ça nécessite aussi d'avoir une espèce de maturité dans son projet, dans la taille de sa société. Je pense que c'est surtout vrai en France. Aux États-Unis, les choses sont assez différentes. Les IPO arrivent beaucoup plus vite dans le cycle de vie des entreprises. C'est quelque chose qui est beaucoup plus diffusé auprès des particuliers. Les particuliers ont l'habitude de souscrire des IPO de boîtes qui n'existent quasiment pas. En France, on est plus prudent, plus conservateur d'une certaine façon sur ce type d'opération. Alors, du coup, un point, je rebondis sur votre dernière phrase, sur le marché actuellement, justement, en France. Est-ce que la bourse est liquide? Est-ce qu'il y a suffisamment de liquidité? Est-ce que les petits porteurs, les particuliers sont là, sont au rendez-vous? Ou finalement, non, on assiste un peu à un assèchement des bourses? Écoutez, je crois qu'on est clairement dans une situation actuellement depuis plusieurs années où le financement des PME innovantes, y compris celles qui sont cotées en bourse, est complexe, difficile. Il n'y a pas véritablement d'incentive important pour capter l'épargne publique et l'inciter à investir de façon un petit peu plus... Un internaute nous demande justement, que pensez-vous d'Enternext, cette fameuse bourse des PME? Cette nouvelle bourse. Cette nouvelle bourse, écoutez, annoncée en tout cas, un effet d'annonce, on ne sait pas bien ce que ça va... Je pense que la clé, c'est de voir s'il y a des mécanismes d'orientation de l'épargne publique vers ce marché. La clé est là. Est-ce une solution, effectivement? J'attends de voir, parce que si vous voulez, des nouveaux marchés, entre guillemets, il y en a eu un certain nombre. Hein. Il y a eu le nouveau marché d'il y a maintenant près de 15 ans, qui a été un échec.
donc qui a été absorbé par la cote principale. Après, on a lancé Alternext. Donc Alternext a connu un certain succès. Aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même un vrai problème de liquidité et de capacité à lever des fonds sur Alternext, en dehors d'un mécanisme qui, c'est vrai, fonctionne quand même pas trop mal, qui est toute la levée de fonds ISF. Où là, c'est vrai qu'Alternext n'étant pas considéré comme un marché réglementé, les fonds ISF sont friands de sociétés cotées en bourse, puisqu'elles offrent, je dirais, une sécurité, une visibilité, une transparence de leur information qui est quand même meilleure que des startups qui démarrent from scratch, à partir de rien. Donc voilà, il y a malgré tout des possibilités de levée de fonds à travers ce mécanisme du financement ISF et des FCPI. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas aujourd'hui idéal, hein, objectivement. On a tous les deux des fonds FCPI, ISF. C'est des fonds qui malheureusement sont gelés. Ils doivent rester détenteurs des actions pendant plusieurs années. Donc ce n'est pas ça qui alimente une liquidité sur un titre en bourse. Alors, on en vient justement au management de la cotation, parce qu'une fois qu'on est introduit, c'est pas non plus, on laisse tout dérouler. Justement, j'ai une question d'un internaute qui vous demande, du coup, vous vous battez pour créer de la valeur dans votre entreprise ou pour votre cours de bourse? Voilà, un peu quel est finalement l'impact de l'introduction en bourse sur ensuite le business, le management de l'opérationnel. Est-ce que ça change déjà ? Ce qui compte de toute façon, c'est la création de valeur à long terme et qui normalement doit se refléter dans le cours de bourse. Je dis normalement, je pense que c'est vrai à long terme, ça ne l'est peut-être pas forcément à court terme, où on le sait, les marchés financiers peuvent amplifier ou déformer, dans un sens comme dans l'autre, en surévaluation ou en sous-évaluation, un certain nombre d'entreprises. Les marchés anticipent et exagèrent tout par rapport à d'autres schémas. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce qui compte, c'est le business et gérer l'entreprise. Même si on ne peut pas oublier, quand on est coté en bourse, de regarder le cours de bourse de temps en temps. Alors justement, je reviens sur Mark Zuckerberg, c'est un peu notre fil conducteur. On dit de lui qu'il se préoccupe bien plus des parts des marchés que de la valeur boursière. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie? Est-ce que vous pratiquez cette stratégie-là? Ou vous êtes vraiment, plutôt, vous voulez faire plaisir aux actionnaires et la priorité, c'est peut-être d'abord la rentabilité financière avant le développement du business? Est-ce que vous choisissez entre les deux? Écoutez, moi, dans ma journée, je passe 99% de mon temps à gérer ma société, à développer le business, à gérer les équipes. Mon cours de bourse est quelque chose de très marginal dans mes préoccupations. Ça prend 1% de mon temps tous les jours. Donc, c'est-à-dire, c'est un coup d'œil pour voir s'il y a eu un peu de liquidité. Je dirais plus que le cours de bourse. Aujourd'hui, ma problématique est plus de voir si on arrive à développer la liquidité. Donc, et alors du coup, quand même, dans les stratégies d'investissement, on y réfléchit à deux fois maintenant? Ça impacte, en tout cas pour moi, pas du tout la stratégie de la société. Ce n'est pas à travers la cotation en bourse qu'on va définir la stratégie de l'entreprise. Vous, Marc? Ça n'impacte pas la stratégie, mais peut-être la manière de communiquer. C'est-à-dire que quand on est en bourse, ce qu'on communique est tout de suite intégré dans le cours, anticipé en positif ou en négatif. Et donc ça impose peut-être d'être prudent. Par exemple, vaut mieux parler de projets, de nouvelles activités, une fois qu'elles ont été lancées, qu'elles ont atteint un certain rythme de croisière. Le marché ne peut pas comprendre qu'on lance quelque chose et que ce soit un échec ou que ça mette un an de plus. Et on sait bien, la vie du business n'est pas le temps du business n'est pas le temps de la bourse. La bourse voit tout de manière très courte. Quand on crée une activité, on sait très bien que souvent ça met 12, 24, 36 mois avant de trouver des clients, trouver un équilibre, etc. Et la bourse ne le comprend pas forcément. Donc, il ne faut pas changer la manière dont on fait son business. En revanche, il faut savoir communiquer les choses au bon moment et peut-être uniquement quand elles ont atteint une certaine maturité et où le marché est prêt à entendre les informations. Et est-ce que finalement le rapport avec les actionnaires est plus facile parce que l'action, le capital est dilué auprès d'actionnaires anonymes que finalement si vous aviez quelques fonds parfaitement identifiés qui là sont finalement plus regardants sur votre stratégie au quotidien? Est-ce que finalement c'est plus de liberté quelque part? Je pense que c'est plus de liberté parce que dans un financement de type private equity, le financement ou l'entrée d'investisseurs dans une société se fait avec généralement des mécanismes juridiques assez complexes, donc des pactes d'actionnaires, des engagements,
de liquidité ou des engagements sur du reporting. Donc à partir du moment où on est coté en bourse, on n'est plus dans ce type de financement. Donc il y a une liberté qui est quand même plus grande pour le chef d'entreprise, liberté plus grande, mais avec des rendez-vous clairement identifiés, généralement semestriels, où il faut être capable de faire un point régulier sur la marche des affaires. Le rôle des commissaires aux comptes est important, puisque les commissaires aux comptes sont là aussi pour être les garants de la qualité et de la transparence de l'information financière. Donc voilà, c'est plus de liberté, mais des points de passage, je dirais, relativement contraignants, relativement approfondis sur la marche des affaires. Je dirais que ça dépend aussi de la part du flottant. C'est-à-dire que si la société demeure contrôlée par le management ou un fonds d'investissement, ça ne changera pas tant que ça la vie au quotidien. Si au contraire le capital est complètement éclaté de fonds qui ne sont pas au conseil d'administration, ça change davantage le management. Et là, j'insisterai sur un point qui est le rôle du conseil d'administration. Donc si on n'y trouve plus forcément des représentants de fonds qui auraient souhaité quitter le conseil, et donc on doit constituer un conseil d'administration avec des administrateurs indépendants. Et ça, j'insiste, c'est quelque chose de très important, de très utile, de choisir les bonnes personnes qui vont vous assister dans le process de décision et qui, quelque part, même s'ils ne possèdent pas une part significative du capital, sont là pour représenter les actionnaires. Ils sont d'ailleurs élus par l'Assemblée générale d'actionnaires. René demande justement, peut-on le faire avec une seule banque ou faut-il un pool de banques pour rentrer en bourse? Alors, je dirais que d'abord, il y a la première question, c'est de savoir est-ce qu'on prend une banque ou est-ce qu'on répartit les rôles entre un conseil et une société de placement. Donc, on peut prendre la même société qui fera les deux, on peut séparer. L'avantage de séparer, c'est que ça permet d'avoir plus d'indépendance entre les deux activités. Après, est-ce qu'il faut plusieurs banques? Ça dépendra de la taille de l'opération. Maintenant, sur Alternext, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir deux banques. Je pense que, sauf faire on n'en avait qu'une, et sauf à faire des opérations qui dépasseraient peut-être 20 millions d'euros, il y en a très très peu sur Alternext, je pense qu'une banque doit pouvoir suffire. Très bien. Quand savoir lorsque sa start-up est prête à entrer en bourse? On l'a évoqué plus ou moins tout à l'heure, justement, cette idée de maturité du business model. Justement, alors, vous n'étiez pas présent au moment de l'introduction en bourse, mais à quel moment, justement, de votre business model s'est posé la question de l'introduction en bourse? Qu'est-ce qui faisait que vous aviez des fondamentaux suffisamment solides? Et j'irais même plus loin, finalement, quels indicateurs faut-il regarder? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires qu'on regarde? Est-ce que c'est la marge opérationnelle? Est-ce que c'est le résultat net? Quel indicateur on regarde pour se dire tiens, je suis prêt, je suis suffisamment solide pour pouvoir y aller? Alors je crois que ce n'est pas les indicateurs financiers parce que chaque secteur a ses spécificités. Donc dans un secteur, ce sera même pas le chiffre d'affaires, ce sera le nombre de clients ou le nombre d'utilisateurs qui auront le potentiel de transformer derrière du chiffre d'affaires. Bon, donc de ce point de vue-là, les indicateurs ils sont très spécifiques par secteur de mon point de vue. Je crois que la décision, le moment où on décide d'aller en bourse, il faut avoir cette conviction qu'on a un business model solide, voilà, et pérenne sur le moyen terme. Ça ne veut pas dire que les choses n'évoluent pas, mais en tout cas, il faut accéder à cette conviction. Et ça, cette conviction, il n'y a malheureusement que le dirigeant qui peut l'avoir et qui peut porter d'ailleurs cette conviction auprès des investisseurs. Je dirais qu'il y a un secteur un peu particulier qui sont les biotech ou les medtech où on peut s'introduire en bourse sans aucun chiffre d'affaires. Et bon, c'est vraiment lié à ce secteur d'activité. Parce qu'il y a un potentiel de croissance qui est indéniable. On vend une molécule, on vend un projet, mais vraiment c'est un cas à part. Après, quand on soit dans le marketing, dans la distribution, dans quelque chose de société de service, etc., il faut quand même un chiffre d'affaires. Je dirais qu'il y a quand même un certain niveau de chiffre d'affaires, ne serait-ce que parce qu'après, les analystes, il faut bien qu'ils aient quelque chose sur lequel ils travaillent. Donc un business plan à plusieurs années, sur lequel ils puissent dérouler des modèles et des évaluations. Et c'est indispensable d'avoir un certain nombre d'analystes qui vont vous suivre. Donc, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut une visibilité. Et donc une visibilité, peut-être quand même une certaine taille, un potentiel de croissance, ça aide beaucoup. Si les trois années qui suivent, il n'y a pas de réelle croissance, il y aura sans doute une déception. Les gens qui vont sur les small caps, parce qu'on est dans la catégorie des small caps, ils y vont beaucoup pour trouver des sociétés qui affichent un taux de croissance peut-être plus élevé que les big caps. Donc on peut comprendre qu'après un certain nombre d'années, le taux de croissance soit un peu plus flat, c'est normal, mais les 2 années qui suivent l'introduction en bourse,
c'est quand même normal de fournir de la croissance et un minimum de rentabilité aux investisseurs. Mon conseil, ça serait de garder des bonnes nouvelles en réserve. C'est-à-dire qu'on rentre en bourse sur un business plan, un business model qui a déjà, je dirais, fourni un certain nombre de preuves. Mais je pense que c'est essentiel. C'est le storytelling finalement. Voilà, c'est de garder 2, 3 bonnes nouvelles, donc des projets qui ont été lancés, sur lesquels on n'a pas forcément tout de suite communiqué et sur lesquels on va pouvoir communiquer dans les 6 mois, 12 mois suivant l'introduction en bourse pour consolider je dirais son image auprès des investisseurs. C'est important. De ne pas gérer son introduction en bourse comme un feu de paille. C'est un peu ce qui est arrivé à Facebook. Justement, qui avait énormément communiqué sur ses services sur mobile et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment un point important. C'est au moment de l'introduction en bourse, il faut déjà avoir une vision dynamique à 12 mois, de savoir ce qu'on va raconter au marché, de ce qu'on va raconter à ses investisseurs, à ses nouveaux investisseurs. Alors, Gaston demande, que fait-on si personne n'achète ? Pas de liquidité, point d'interrogation. On ne rentre pas en bourse parce que c'est un marché. Et si on y est déjà? Mais ça, au moment de l'IPO, si vous voulez, vous êtes quand même dans une situation où, comme l'indiquait Marc, il y a un broker qui est là pour vendre votre papier, vos actions. S'il n'y a pas de preneur, malheureusement, l'IPO échoue. Et donc, vous ne rentrez pas en bourse. Du coup, parce que si on se penche un peu sur l'évolution de vos cours de bourse, c'est vrai, Marc, que Maximiles, au départ, c'était la capitalisation boursière 4 fois le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, il a été divisé par 10, c'est 0,4 fois. Comment on gère ça? Comment on manage ça? Est-ce que aussi, peut-être, une fois qu'on est rentré, on peut se poser la question légitimement de dire on peut en sortir et finalement, est-ce que c'est pas grave d'en sortir? Alors c'est aussi le contexte de marché. On est rentré dans les années 2005 et les marchés se sont très bien comportés de 2005 à 2008 et nettement moins. Et quand vous regardez les multiples actuellement sur Alternext de sociétés Internet, elles sont valorisées 0,55 fois le chiffre d'affaires et les sociétés de communication média 0,79 fois le chiffre d'affaires. Donc les multiples de marché aujourd'hui ne sont plus du tout les multiples de marché il y a 4 ans. Donc ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est la réalité des choses. Donc il ne faut pas rêver d'avoir 4 fois le chiffre d'affaires aujourd'hui, sauf exception, si on arrive avec un tout petit chiffre d'affaires et une très grosse croissance, on pourra avoir pendant quelques temps un fort multiple. Maintenant, à la rigueur, la bourse ne change peut-être pas forcément par rapport au private equity. Le private equity se cale sur la bourse, avec toujours un petit peu de retard. La bourse, comme je disais, est toujours en avance et elle exagère les mouvements. Donc les valorisations d'aujourd'hui ne sont plus les valorisations des années 2005 à 2008, malheureusement. Alors, vous avez annoncé le 10 avril dernier procéder à l'annulation de 360 000 actions, soit 8,84% du capital, racheté dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Alors justement, pour quelles raisons, dans quelle démarche cela s'inscrit? Justement parce que c'est sous-valorisé, donc vous préférez… Je dirais que la bourse a aussi un intérêt quand on s'en sert. Donc on s'en sert pour lever du capital, pour faire un certain nombre d'opérations, et il faut savoir être, je dirais, relativement actif, et je pense qu'il pourra en expliquer davantage. Mais nous, on a remarqué que la valorisation de l'entreprise au regard de sociétés concurrentes ou de sociétés qu'on pourrait racheter était bien inférieure. Donc on peut acheter des sociétés, mais qu'on paierait plus cher que ce qu'on vaut. Donc le meilleur usage pour les actionnaires, c'est peut-être aussi de redonner de l'argent aux actionnaires et de racheter un certain nombre de titres aujourd'hui à des valeurs très intéressantes, tous les actionnaires en bénéficiant en étant relués. Après rachat des titres, il y a eu annulation des titres au mois d'avril-mai dernier. Je crois que vous avez fait la même chose, Philippe, très récemment. Alors nous, on a fait exactement on a suivi le même processus que Maximiles. On est d'ailleurs en ce moment même au milieu d'une OPRA, donc une offre publique de rachat d'actions, qui vise à racheter puis annuler près de un peu plus de 15%, de l'ordre de 15% de notre capital. Donc c'est une opération significative à l'échelle de Keio. Alors pourquoi? On a eu exactement le même raisonnement. Nous, on avait de la trésorerie disponible. On a regardé beaucoup d'affaires en croissance externe. On a fait tourner nos modèles pour voir ce que ça créerait comme valeur pour nos actionnaires. Et puis, in fine, en regardant notre cours de bourse, on s'est aperçu que ce qui était le plus rentable pour nos actionnaires, c'était d'acheter du Keio, du papier Keio. Et donc, on a géré ça comme ça. Donc, comme une opportunité de racheter un actif qu'on connaissait bien, donc sur lequel
on ne risquait pas d'avoir de mauvaises surprises, puisque je rappelle quand même que dans les cadres d'opérations de croissance externe, il y a toujours un pari important qui est qu'est-ce qu'on va finalement découvrir. On a beau faire tous les audits qu'on veut, mais in fine, il y a toujours des surprises. Et généralement, elles sont plutôt pas bonnes. Voilà. Donc, on a décidé d'investir dans nos propres titres pour le bénéfice de nos actionnaires, donc la relution pour les actionnaires qui n'apporteront pas leur... L'émission, merci beaucoup, l'émission touche à sa fin. Dernière question d'actualité, grand retour de la Fnac en bourse demain. Un commentaire peut-être ? Ce n'est pas réellement une introduction, c'est-à-dire que le papier est donné aux actionnaires actuels. Je pense que le comportement du cours à venir sera lié à l'activité réelle de la Fnac et de ce qu'elle sera capable de délivrer. Oui, c'est probablement une introduction qui va être complexe. Parce que le business model de la Fnac est quand même aujourd'hui un énorme point d'interrogation. On voit Virgin. Voilà. qui dépose le bilan et qui est liquidé maintenant. Donc pas évident. Un pari. Un vrai pari boursier. Maintenant, il faut regarder les multiples parce que dans tout pari, il peut y avoir une opportunité si les multiples auxquels la société est introduite sont bas, ça peut être une opportunité. Donc là, il va falloir aller creuser profondément dans le prospectus d'introduction pour se faire une conviction sur un intérêt ou pas de rentrer sur cette IPO. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, messieurs, de vos témoignages. Startup, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez la semaine prochaine votre animateur préféré, Kevin Dogno. Comment choisir un bon nom et un bon logo, ce sera le thème de l'émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.